entre la retraite, les mutuelles, la sécurité sociale. Tout ça, chacun sait à peu près ce que cela représente. En revanche, quand on parle de prévoyance, qui sait exactement ce que cela recouvre? La CFDT Cadre et la Fédération Chimie Énergie de la CFDT se sont associés à Apicil, un groupement de protection sociale, pour réaliser ce webinaire et vous aider à tout savoir sur la prévoyance en 60 minutes. Le groupe Apicil est un groupe paritaire et mutualiste à but non lucratif. Gouverné par ses clients, il n'a pas d'actionnaire à rémunérer. Il y a 3 métiers exercés au sein du groupe. La retraite complémentaire Agirc Arco, la santé et la prévoyance, donc, l'épargne et les services financiers. Sa raison d'être au groupe Apicil exprime bien la contribution qu'il souhaite apporter dans le domaine de la protection sociale, aller au-delà de son rôle d'assureur de personnes par une relation proche et attentionnée, soutenir toute la vie. Voilà. Votre interlocuteur aujourd'hui principal va être Monsieur Pascal Ronzon. Il est responsable commercial chez Apicil et également enseignant à l'École supérieure d'assurance. Passionné de l'histoire de la protection sociale, il a 20 ans d'expérience dans les groupements de protection sociale, où il a exercé durant 7 années dans les relations avec les syndicats de salariés, dont la CFDT. Il connaît en profondeur l'environnement, le marché et la gestion de la protection sociale. Vous allez découvrir également Ute Meyenberg, qui est secrétaire nationale de la CFDT Cadre depuis 2016. Et plus particulièrement, elle est en charge de la protection sociale, de l'épargne salariale et dans ce cadre, de l'épargne responsable. Elle est à ce titre membre de l'Association européenne des institutions paritaires, une organisation de lobbying au niveau européen. Je lui laisse d'ailleurs la parole. Oui, et Emmanuel Terrier, qui nous a fait cette introduction, est chargé de mission au sein de la Fédération Chimie Énergie de la CFDT. Il s'occupe du conseil, de l'accompagnement des syndicats et des équipes syndicales sur le développement et l'adhésion des cadres. Comme vient de dire Emmanuel, ce webinaire va vous aider à mieux comprendre ce que c'est la prévoyance et comprendre pourquoi il est important d'informer les salariés qui en bénéficient ou pourraient en bénéficier. Et donc, durant une petite heure, seront abordés les sujets suivants. Qu'est-ce la prévoyance? Les raisons d'un contrat collectif, les avantages du contrat collectif et un portrait robot de ce régime. Et donc, place désormais à l'information avec Monsieur Pascal Ronzon. Pascal, je te donne la parole. Merci, Ute. Merci, Alexandre et Emmanuel, pour la logistique et ce mot d'introduction. D'abord, tous mes meilleurs vœux de santé, d'enthousiasme et de plaisir démasqué pour vous-même et pour vos proches. Quand je dis plaisir démasqué, j'espère très prochainement. Bien, la commande portait sur la prévoyance, tout comprendre en 60 minutes. Et donc, tout de suite, nous allons rentrer dans le vif du sujet. L'angle que je prends ce soir pour vous expliquer la prévoyance est de considérer que le contrat collectif va être le fil conducteur. Je répondrai donc aux 3 questions posées par Ute. Qu'est-ce que la prévoyance? Qu'est-ce que le contrat collectif? Et quels sont les avantages d'un contrat collectif à travers le fil conducteur que vous voyez et qui est repris dans ce sommaire. Mais avant de définir pourquoi l'intérêt d'un contrat collectif, pourquoi le contrat collectif comme une réponse pour vous en tant que cadre et les entreprises, regardons tout de suite avant tout une page d'histoire. En effet, c'est par l'histoire que l'on peut comprendre pourquoi le contrat collectif. Repositionnons-nous au début du XXe siècle. En 1910, création du Code du travail. En effet, avant, pas de Code du travail, donc les salariés s'organisaient par corporation, les employeurs pouvaient éventuellement participer à des caisses de secours et une première loi sur les accidents du travail était née à la fin du XIXe siècle avec financement de l'employeur. Bref, les choses s'organisent réellement au tournant du XXe siècle et il faudra attendre 1945 pour voir la naissance de la sécurité sociale. L'objectif de la sécurité sociale, c'est de donner un droit individuel et un droit universel aux salariés. Alors très vite, les cadres s'organisent. Et en 1947, outre la création de l'AGIRC, il y a instauration d'un régime de prévoyance interprofessionnelle, donc quelle que soit l'entreprise dans laquelle le cadre travaille, et qui met en place une prévoyance obligatoire portant sur un taux
fixé à 1,50 tranche A, ou aujourd'hui, compte tenu des réformes successives, tranche 1, c'est-à-dire dans la limite d'un plafond mensuel de la sécurité sociale. Je reviendrai sur cette notion du 1,50, mais pourquoi les cadres s'organisent dès 1947 pour se doter d'un régime de prévoyance obligatoire? Eh bien, tout simplement parce que la création de la sécurité sociale en 1945 n'apporte pas toutes les réponses aux cadres, et notamment la possibilité de se protéger contre les aléas de la vie, c'est-à-dire contre les risques de la vie. Nous redéfinirons les risques de la vie d'ici quelques minutes. Il faudra attendre 1963 pour que les non-cadres s'organisent également, et ça sera la création du premier régime de branche. Un régime de branche est un régime d'origine corporatiste, régime professionnel si l'on préfère, et les partenaires sociaux et les organisations patronales de secteurs d'activité s'organisent et donc ont décidé en 1963 de pouvoir dire qu'il y avait un régime de prévoyance complémentaire à la sécurité sociale, y compris pour les non-cadres. Alors pourquoi les non-cadres s'organisent comme les cadres quelques années ou quelques dizaines d'années après? J'apporterai une réponse à cela, mais regardons 1985 parce que c'est un petit peu plus récent. 1985, clause de migration obligatoire. Ici, en 1985, il y a une tentative de rendre obligatoire auprès d'un seul assureur une couverture de prévoyance via l'entreprise. Cette tentative a duré 30 ans. Le Conseil constitutionnel, en 2013, a mis un coup d'arrêt à cette tentative. Alors, pourquoi ces points d'histoire? Tout simplement parce que le contrat collectif, c'est un contrat dont l'objectif est d'assurer une population, c'est-à-dire des salariés, contre un risque. Le risque, c'est les risques de la vie. En prévoyance, les risques de la vie sont multiples, mais ont deux conséquences. Soit le décès, soit l'arrêt de travail. L'arrêt de travail parce que soit j'ai attrapé une maladie, soit j'ai eu un accident. Ensuite, la maladie, elle doit être d'origine professionnelle ou non professionnelle. L'accident du travail est forcément d'origine professionnelle, mais ensuite, je peux aussi avoir des accidents dits de la vie courante. Exemple, un accident de la circulation ou un autre exemple, je tombe de mon escabeau parce que je jardine le dimanche, je suis en train de tailler ma haie et je tombe. Le contrat collectif a une particularité, il est tripartite. Tripartite, cela veut dire qu'il y a un assureur qui va être le porteur du risque, il y a un souscripteur qui est l'entreprise, ou plus exactement le représentant légal de l'entreprise, et il y a des bénéficiaires, ce sont les salariés. Voilà donc la définition du contrat collectif. Regardons maintenant plus dans le détail l'objet du contrat complémentaire. Comme je vous l'ai dit, les cadres et les non-cadres s'organisent pour apporter un complément aux prestations de la sécurité sociale qu'ils ont jugées insuffisantes, donc dès 1947 pour les cadres. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont souhaité couvrir? Ils ont souhaité couvrir d'abord des risques dépendant de la vie humaine, typiquement la maladie, correspondant à des dommages corporels, typiquement l'accident. Parce que je suis dans l'incapacité de pouvoir travailler, je dois me prémunir et me protéger contre une baisse de revenus. C'est ainsi que vous avez donc à l'écran les objectifs du contrat complémentaire. La première raison de souscrire un contrat complémentaire lorsque je suis employeur et que j'ai des cadres dans mon entreprise, je dois les couvrir contre la possibilité ou l'hypothèse d'une perte de revenus. Je dois protéger la famille, je dois garantir un capital en cas de décès, je dois apporter bien évidemment des garanties complémentaires à la sécurité sociale. C'est cela la prévoyance. La prévoyance, c'est donc le décès, l'arrêt de travail et l'invalidité. Vous pourriez me poser la question de savoir si un contrat frais de santé est de la prévoyance. Eh bien, un contrat de santé n'est pas de la prévoyance.
Un contrat de santé, c'est la couverture des frais de soins. Alors, c'est pour cela que vous avez sur la partie droite de la présentation les risques couverts. Le décès, ça regroupe quoi? Eh bien, les garanties proposées généralement sont des capitaux décès. Ça peut être des rentes de conjoints, des rentes d'éducation. Je reviendrai là-dessus lorsqu'on va établir ensemble le portrait robot d'un régime type. Ça peut être du double effet, c'est-à-dire de couvrir le salarié et son conjoint en cas notamment d'accident de voiture. Et ça va être l'allocation obsèque, voire de l'invalidité absolue et définitive, dit de niveau 3, c'est-à-dire être dans le coma ou être dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins. Lorsque je dois couvrir de l'incapacité et de l'invalidité, c'est-à-dire l'incapacité temporaire de travailler ou complètement l'invalidité, c'est-à-dire l'impossibilité de pouvoir exécuter un travail contre une rémunération, eh bien, je dois pouvoir être couvert pour pouvoir bénéficier d'indemnités journalières complémentaires à la sécurité sociale et de pouvoir avoir des rentes d'invalidité. Alors maintenant que l'on a donné le contour de la prévoyance, qu'est-ce que c'est que la prévoyance? Donc le décès, l'arrêt de travail et l'invalidité. Dès lors que maintenant nous avons défini le contrat collectif, regardons en première partie de ce webinaire, pourquoi un contrat collectif? Un contrat collectif, première partie, il a pour objectif de répondre à des obligations légales pour l'employeur. Moi, employeur, dans une entreprise, j'ai des obligations. Elles sont au nombre de 4. D'abord, couvrir mes cadres en termes de prévoyance. Deuxième aspect réglementaire, généralisation de la complémentaire santé. Je dois mettre en place un contrat de santé. Troisième obligation, un peu plus ancienne, la mensualisation, c'est-à-dire de pouvoir garantir un revenu même en cas d'arrêt maladie. Et dernier aspect réglementaire, bien évidemment, si je dépends d'une convention collective, je dois respecter les dispositions conventionnelles. Alors, ce que je propose très rapidement, c'est de rentrer dans le détail de 3 des 4 obligations qui relèvent du champ de la prévoyance, c'est-à-dire la prévoyance des cadres, le respect des dispositions conventionnelles et la mensualisation. Tout d'abord, regardons, puisque je m'adresse à une population de cadres ce soir, regardons la notion de la prévoyance des cadres. Sur quoi porte-t-elle? Elle porte sur, en fait, une obligation qui date de 1947 de garantir à cadre de l'entreprise une couverture en cas de décès ou d'arrêt de travail, moyennant une cotisation de 1,50% de mon salaire limité à la tranche A, c'est là-dessus que porte l'obligation, et cette cotisation est à la charge exclusive de l'employeur. La fusion de la retraite AGIRC au sein de l'ARCO au 1er janvier 2019 n'a pas entraîné la fin de cette obligation. L'accord national interprofessionnel de 1947 a été reconduit dans un ANI temporaire, un accord national interprofessionnel ANI temporaire. Pourquoi temporaire? Parce que par définition, un accord national interprofessionnel n'est pas à durée illimitée, il est forcément temporaire, même s'il n'y a pas de date de butoir qui est fixée d'avance. Cette obligation de l'employeur porte sur la tranche A, à sa charge exclusive, et doit financer au moins pour la moitié de la somme des garanties décès, c'est-à-dire des capitaux qui vont couvrir le salarié en cas de décès. Couvrir qui? La famille, c'est-à-dire le conjoint survivant, pacsé, concubinage, peu importe l'état dès lors qu'il est reconnu, et les ayants droit, c'est-à-dire les enfants. J'apporte une précision. Le taux de 1,50 est une obligation, mais l'obligation ne porte pas sur le contenu des garanties. C'est pour cela que sur le marché, il y a autant d'offres qu'il y a d'assureurs. Le contenu des garanties est libre, le taux, lui, n'est pas libre. Et donc,
les assureurs régulièrement se font concurrence au mieux disant, parce que c'est bien sur le contenu des garanties que la concurrence se joue, puisqu'il n'y a pas de concurrence possible sur le taux. C'est la volonté des partenaires sociaux dès 1947. J'attire votre attention que si l'aspect réglementaire n'est pas respecté pour la part de l'employeur, vous, en tant que cadre, vous pourriez très bien demander à l'entreprise des comptes. Et il faut savoir que s'il y a le décès d'un cadre qui arrive et que l'employeur n'a pas respecté son obligation, eh bien, il y a des sanctions. Il y a des sanctions pour l'employeur, et notamment le versement d'un capital d'essai égal à 3 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, c'est-à-dire un peu plus de 112 000 euros valeur 2014, c'est-à-dire aujourd'hui un peu plus de 115 000 euros valeur 2020. Voilà sur la première partie des obligations. Donc, le contrat collectif est une réponse à cette obligation qui est une obligation conventionnelle. Deuxième obligation pour l'employeur, c'est ce qu'on appelle la mensualisation. Il faut savoir qu'il n'y a pas de loi qui impose la prévoyance en France. Il y a une loi qui impose la santé aux entreprises, mais il n'y a pas de loi qui impose la prévoyance. La prévoyance, elle existe parce qu'il y a des accords conventionnels. C'est donc une obligation conventionnelle. Et c'est bien les cadres qui ont créé en 1947 cette première obligation. En revanche, il y a une obligation portant sur la mensualisation. La mensualisation, c'est quoi? Là aussi, c'est un accord à l'origine national interprofessionnel qui dit quelque chose, qui dit il faut que les entreprises maintiennent tout ou partie du salaire du travailleur absent, c'est-à-dire de la personne qui est en arrêt de travail, s'il est absent pour cause de maladie ou pour cause d'accident. Alors, cet accord national interprofessionnel a été transposé dans une loi quelques mois après, et donc en 1978, il y a une loi. Mais j'attire votre attention. Cette loi n'impose pas aux entreprises un régime de prévoyance. Des assureurs proposent des régimes de prévoyance pour couvrir ce qu'on appelle la mensualisation. Mais ce n'est pas de la prévoyance. La mensualisation, en fait, c'est une obligation légale de l'employeur et il peut trouver sur le marché des contrats pour assurer cette obligation légale. Mais en aucun cas, c'est de la prévoyance. Cette obligation porte sur le fait que l'entreprise, l'employeur a l'obligation de maintenir le salaire en cas d'arrêt de travail. Alors, avec des conditions qui ont été revues en 2008. D'abord, première condition, avoir 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au minimum. Et après, 7 jours de carence, c'est-à-dire que l'employeur va commencer à indemniser à partir du 8e jour, dès lors que la maladie est non professionnelle ou dès lors que l'accident est non professionnel. Les règles qui sont liées à la législation accident du travail et maladie professionnelle sont un tout petit peu différentes, mais je n'ai pas le temps en moins d'une heure de pouvoir rentrer dans la dichotomie des termes. L'indemnisation, elle est réglementaire. L'employeur doit vous maintenir 90% de votre salaire brut pendant une première période dite de 30 jours, qui va augmenter cette période en fonction de l'ancienneté acquise dans l'entreprise ou dans la profession, en fonction des accords conventionnels, qui préciserait les choses. Et il y a une deuxième période qui est moindre, qui vous maintient le salaire à 66,66, toujours pendant 30 jours. Si quelqu'un a 1 an d'ancienneté, cela veut dire qu'il est couvert pendant 60 jours, mais avec une perte de revenus sur la seconde période. Pour être plus explicite, je vais vous passer un petit schéma qui est le suivant. Vous voyez ce schéma? Il dit la chose suivante. La sécurité sociale, à partir du 3e jour, elle indemnise l'arrêt de travail. Elle vous indemnise en cas d'absentéisme, mais elle vous donne que 50% de votre salaire, limité à un plafond mensuel de la sécurité sociale, limité donc à la tranche A ou 1 en fonction du langage que vous employez. Et donc, s'il n'y a pas de régime de prévoyance, vous devez vivre avec la moitié de vos revenus. C'est pour cela que dès 1947, les cadres s'organisent, et c'est pour cela que la loi de 1978 impose aux employeurs donc de pouvoir apporter ce complément obligatoire de maintien de salaire
pendant 30 jours à hauteur de 90% et 30 jours à hauteur de 66%. Tout ce qui est en grisé autour du jaune, qu'il n'y a plus rien, sauf si l'entreprise et les partenaires sociaux, lorsque c'est une grande entreprise, négocient un accord d'entreprise, voire qu'il y a un accord conventionnel pour mettre en place ce que l'on appelle un régime de prévoyance complémentaire. Là, ce qui est en jaune, on est dans la base réglementaire. L'entreprise, en fait, n'a rien à faire, elle a juste à respecter la réglementation. Et donc, vous, en tant que salarié, vous bénéficiez automatiquement de cette législation. C'est seulement après. Alors, le après, puisque je vous ai dit qu'en prévoyance, il n'y avait pas de loi, en quoi consiste-t-il? Eh bien, il consiste à la chose suivante, c'est qu'en prévoyance, ce sont des dispositifs conventionnels qui vont créer des obligations à l'employeur. Qu'est-ce qu'un dispositif conventionnel? C'est que certaines professions s'organisent pour mettre en place à la charge des employeurs et aussi des salariés, ils créent une obligation et ils mettent à la charge en fait de l'employeur et des salariés une charge liée à des garanties dites de protection sociale complémentaires au profit donc des salariés cadres ou non cadres ou les deux. Et cela en fonction de degrés divers de contraintes. Ça peut être des degrés divers de contraintes liées à l'économie, ça peut être des degrés divers de contraintes liées à l'ancienneté ou à la rémunération. J'attire une attention, c'est que dans le droit français, les dispositifs conventionnels ont presque une force de loi, mais ne sont pas une loi. En effet, l'entreprise a le devoir de respecter ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Elle doit respecter d'abord la Constitution, premier socle du droit français, deuxième socle, le Code du travail, et la mensualisation en fait partie, puisque c'est une loi. Ensuite, la convention collective, s'il y a convention collective, et ensuite, si l'entreprise négocie un accord d'entreprise, un accord d'entreprise. Et vous voyez, chaque texte ne peut pas être inférieur à celui qui le précède, donc un accord conventionnel ne peut pas être inférieur au Code du travail. C'est-à-dire que l'accord conventionnel ne peut pas être moins disant que le Code du travail. Donc la convention collective en prévoyance, c'est assez facile, elle apporte qu'un plus, puisque, je vous l'ai dit, en arrêt de travail, il y a une indemnisation par la sécurité sociale à hauteur de 50% et l'employeur ne maintient le salaire qu'à 90% pendant 30 jours et à 66,66% pendant 30 jours également, avec une perte significative. Donc là, les conventions collectives ont un vrai rôle à jouer. Et ce rôle se fait de la manière suivante, lorsque les partenaires sociaux négocient quelque chose, c'est une négociation entre syndicats d'employeurs et syndicats de salariés, ça donne naissance à un texte, ce texte passe au journal officiel, et donc c'est à partir du moment où ce texte est paru au journal officiel qui s'applique à toutes les entreprises qui relèvent du champ d'activité de l'accord de branche, c'est-à-dire la convention collective auquel il est rattaché. Qu'est-ce que l'on trouve dans un accord de prévoyance collective? Eh bien, les garanties que l'on a définies en préambule, c'est-à-dire le décès et des compléments d'indemnité journalière en matière d'arrêt de travail et d'invalidité. C'est ainsi que sur cette première partie, et avant de laisser la place aux questions, je voudrais résumer cette première partie en disant que le contrat collectif, c'est d'abord et avant tout une réponse aux obligations légales, ou pour tout simplement compléter les obligations légales lorsque je suis face à des dispositions conventionnelles, dans l'objectif premier d'apporter une protection aux salariés, d'apporter des dispositifs complémentaires pour les salariés. Ces obligations sont souvent de nature conventionnelle et la hiérarchie des normes ne permet pas à l'employeur de se soustraire à ces obligations puisque les conventions collectives sont
généralement plus généreuse que le Code du travail. Et donc, lorsque l'entreprise doit appliquer une convention collective, elle doit l'appliquer dans sa totalité et non pas uniquement sur des volets que vous connaissez, comme la formation ou la négociation obligatoire des salaires annuels, la NAO, mais aussi sur la prévoyance lorsqu'elle est prévue. Aujourd'hui, en France, un peu plus de 60% des branches ont un régime de prévoyance conventionnel, et donc tant pour les cadres que pour les non-cadres. Et donc aujourd'hui, plus de la moitié des entreprises sont concernées par ces dispositions. Je vous laisse la parole. Et je réponds aux questions. Merci beaucoup, Pascal. En fait, on a pas mal de questions. Oula, j'ai un écho. Peut-être une première, hein, juste de compréhension. Qu'est-ce que veut dire IAD3? Alors, l'IAD3, c'est l'invalidité absolue et définitive. C'est-à-dire, je tue un légume sur un lit très bien. d'hôpital. C'est-à-dire l'impossibilité, en fait, de pouvoir travailler et me déplacer. D'accord. Alors, juste, je précise, c'est en fait, pour les assureurs et pour les salariés, c'est le fait de verser par anticipation le capital décès sans attendre, en fait, la mort déclarée de la personne. D'accord. C'est-à-dire qu'elle est en invalidité, elle reçoit elle reçoit le capital décès au lieu de recevoir une rente. Tout à fait. Non, parce qu'elle est en invalidité absolue et définitive. En général, elle n'a pas encore son dossier d'invalidité. C'est suite à un accident, elle est sur un lit d'hôpital et elle est sur respirateur. D'accord. Une autre question, les avantages fiscaux d'un contrat collectif pour une entreprise. Oui, en fait, je te pose cette question-là. Après, il y en a pas mal d'autres. Alors, les avantages fiscaux, on le verra dans la deuxième partie. Je répondrai à cette question après avoir vu et traité la deuxième partie. D'accord. J'ai plusieurs questions concernant la fonction publique. C'est d'une part le 1,5%. Est-ce valable aussi pour les cadres de la fonction publique qui ne bénéficient pas de contrat collectif? Et après, une autre, c'est quelqu'un qui travaille dans la territoriale qui dit qu'il a une prise en charge du salaire pendant 3 mois seulement. Et une autre, non, c'est ça. Oui, voilà, c'est ces deux questions sur le service public. La création de la sécurité sociale, et les salariés relevant du régime général sont les salariés de droit privé. Je ne sais pour quelle raison, en 1945, les partenaires sociaux ont exclu toutes les personnes travaillant pour le compte de l'État, donc les fonctionnaires, et ont exclu également donc les personnes relevant de la territoriale. Ce qui veut dire qu'en fait, ces personnes-là doivent s'organiser. On est au XXIe siècle, c'est toujours le cas. C'est-à-dire que les personnes doivent s'organiser. En effet, le contrat collectif n'existe que pour les salariés de droit privé, de régime général relevant du droit privé. D'accord, ben merci. En cas de, alors là, c'est quelque chose de compliqué. En cas de fermeture de l'entreprise, que deviennent les garanties? Donc, c'est la portabilité, en fait. C'est complexe. Hein. Peut-être ça peut même faire objet d'un autre webinaire, à la limite. Alors, c'est très complexe parce qu'en fait, la défaillance économique de l'entreprise, sauf disposition conventionnelle, ne prévoit même pas la portabilité. En réalité, la défaillance économique d'une entreprise met fin aux garanties, sans préavis. Sauf si les dispositions conventionnelles prévoient la prise en charge de la défaillance d'entreprise. À ma connaissance, il n'y a même pas 5 conventions collectives en France qui le prévoient. Une autre question, c'est sur le maintien du salaire. En fait, pourquoi lors du versement d'une rente d'invalidité pendant plusieurs années, la partie versée par la caisse maladie, donc la sécurité sociale, et l'autre partie payée par le contrat de prévoyance ne suit pas les augmentations conventionnelles de la branche ou de l'entreprise. On conserve le maintien de salaire, mais celui-ci n'est plus réactualisé dans le temps. Pourquoi? C'est exact. Alors, la revalorisation de la rente invalidité par la sécurité sociale suit les normes de revalorisation de la sécurité sociale, et ce n'est pas ma partie, puisque ça relève en fait d'une loi de financement de la sécurité sociale. Et donc, chaque année, les députés votent une loi dans laquelle ils définissent les recettes et les dépenses. Et donc, c'est à ce titre-là qu'ils vont regarder la revalorisation de la rente d'invalidité, la rente de base de la sécurité sociale.
Sur la partie complémentaire de la rente d'invalidité, c'est-à-dire la partie supplémentaire qui va être versée par un organisme, un assureur, au titre du contrat de prévoyance collective, la revalorisation se fait sur un indice soit interne à l'assureur, soit externe à l'assureur. La pratique du marché, jusqu'à il y a quelques années, c'était de prendre la revalorisation du point ARCO ou AGIRC comme base indicielle de la revalorisation de la rente. Depuis quelques années, sous l'impulsion de l'ACPR, qui est l'organisme de contrôle des assureurs et des banques, et qui veille tant à la solvabilité qu'au respect des règles, il pousse les assureurs à prendre des règles internes. Pourquoi des règles internes? Parce que l'assureur doit être en capacité de maîtriser ses risques et ne pas se référer à des indices qu'il ne maîtrise pas. Et donc, dans le cadre de la maîtrise du risque, les assureurs mettent en place une revalorisation en fait liée à un indice qui, en général, en tout cas pour les groupes de protection sociale, sont votés par les conseils d'administration. Les rentes d'invalidité complémentaires sont toujours revalorisées. Alors certes, faiblement compte tenu des taux d'intérêt négatifs actuels, mais sont quand même revalorisés. Une dernière question, parce qu'on est à la 31e minute et on n'a qu'une heure. Donc, c'est l'inversion des normes en droit du travail. Est-ce que ça compte aussi pour la prévoyance ou pas? Ah, c'est une très bonne question. Alors là, ça peut faire l'objet d'un webinaire spécifique, puisque les ordonnances Macron ont redéfini en effet la hiérarchie des normes en fonction de la taille de l'entreprise et en fonction en fait de la notion de validité de l'accord d'entreprise et donc de la règle de majorité. Et donc, c'est sur cette règle de majorité qu'en effet un accord d'entreprise peut éventuellement être mieux disant qu'un accord conventionnel ou en tout cas égal à un accord conventionnel. Mais cela concerne essentiellement les grandes entreprises ou les entreprises de taille moyenne. Les petites entreprises, en général, elles n'ont pas de représentants pour faire de la négociation collective et donc se réfèrent à leur accord conventionnel. Et donc, dans les ordonnances Macron, la protection sociale relève du bloc 1, c'est-à-dire du bloc non négociable. Merci beaucoup, Pascal. Je crois qu'il faut qu'on continue parce qu'on est à 32 minutes. Ça va aller? Ça va aller, ça va aller. Très bien. Alors, je vais reprendre la main sur le document et je vous affiche, si vous le voyez, voilà, je le mets là. Voilà, vous avez là donc la deuxième partie. Donc, première partie, le contrat collectif comme une réponse aux obligations légales. Deuxième partie, le contrat collectif présente des caractéristiques avantageuses tant pour l'entreprise que pour les salariés. Alors, regardons d'abord pour l'entreprise. Je n'évoque pas pour les branches également, il y a des avantages, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Pour l'entreprise, d'abord et avant tout, le contrat collectif en prévoyance est un périphérique à la rémunération. C'est un avantage social. Mais c'est également la possibilité d'être un levier d'une politique sociale. En effet, rien ne m'empêche, moi, entreprise, de faire mieux que ma convention collective et d'apporter par un accord unilatéral, par une décision unilatérale, ou par un accord d'entreprise, des garanties plus avantageuses. Je prends un exemple. En décès, en règle générale, on couvre 3 ans pour un cadre de salaire en cas de décès. Donc, le cadre décède pour raison de maladie ou d'accident, ses héritiers recevront 3 ans de salaire, c'est-à-dire un capital qui permettront de faire face à la disparition soudaine, souvent brutale, de la personne aimée. Eh bien, moi, employeur, si je veux être une entreprise, on va dire, où il fait bon vivre, ou qui se démarque un petit peu de ses concurrents, etc., rien ne m'empêche de dire que les capitaux d'essai, ce n'est pas 3 ans, mais c'est 5 ans. Et c'est possible. Alors, c'est moyennant, bien évidemment, une négociation avec l'assureur, mais voilà, c'est un levier d'une politique sociale. Je veux apporter un plus à mes salariés. C'est un élément de dialogue social également. Un élément de dialogue social, la protection sociale fait partie du dialogue social. Je ne connais pas d'entreprise où la prévoyance serait un sujet d'opposition. La prévoyance doit et est un sujet consensuel. Pourquoi? Parce qu'on traite des risques de la vie et que les risques de la vie concernent tout le monde et chacun.
Et ça peut arriver à des moments imprévus, à des moments où on s'y attend le moins. Et c'est très important de se dire que le décès ou l'arrêt de travail, ça ne doit pas être des causes de dispute, mais bien des causes, on va dire, d'entente, des causes consensuelles. Et c'est pour cela que ce sont des éléments de dialogue social. Bien évidemment, pour les entreprises, vous l'avez compris, c'est aussi bien évidemment le respect des obligations légales. Et pour l'entreprise, il ne faut pas oublier que lorsqu'on est dans un régime de branche, c'est la possibilité d'avoir la mutualisation des résultats du régime d'assurance et donc de ne pas dépendre de sa propre vie économique, mais de dépendre d'un cercle plus large qui peut être l'ensemble des entreprises du secteur d'activité dans lequel je travaille. Je prends un exemple. Je suis un bijoutier. Quelles que soient les conditions d'exercice de mon métier, quelles que soient les conditions économiques et sanitaires de l'activité, mon régime de prévoyance ne dépend pas seulement de moi et de mes salariés, il dépend de la branche. Et donc, si je m'inscris dans le cadre de la branche, mes résultats sont mutualisés. Cela veut dire que je peux avoir des profits, je peux avoir des pertes, mais tout cela va se calculer au niveau de la branche et non pas de l'entreprise. C'est quelque part une question de sécurité financière pour l'entreprise. C'est une question aussi de stabilité financière pour l'entreprise. En général, les accords conventionnels partent pour des durées de 5 ans, renouvelables, mais pendant 5 ans, ça donne de la visibilité à l'entreprise parce qu'il n'y a pas d'augmentation pendant ce temps-là. Ce n'est pas comme en santé où chaque année, les prix augmentent en santé parce qu'ils sont indexés souvent sur des indices extérieurs comme le plafond mensuel de la sécurité sociale. Alors maintenant, regardons pour les salariés les avantages d'un contrat collectif, parce que l'entreprise a des avantages, mais le salarié également a des avantages. D'abord pour les salariés, soit parfois des contrats sur mesure lorsque la taille de l'entreprise le nécessite ou le permet, mais ce sont aussi la possibilité d'être dans des contrats standards clés en main. Et donc, ce sont des garanties adaptées, soit par secteur d'activité, soit par profil. Je suis cadre, par exemple. Et donc, mon profil fait qu'il y a forcément le 1,50, mais par exemple, les capitaux d'essai seront peut-être différents d'un profil non cadre. C'est la possibilité pour les salariés, bien évidemment, et j'ai entendu les questions par rapport à personnes qui travaillent dans la fonction publique ou en territorial, de pouvoir avoir des protections complémentaires et supplémentaires. L'entreprise apporte un socle, rien ne m'empêche, moi, à titre individuel, de faire des compléments. Des compléments soit sous forme de prévoyance, soit sous forme d'épargne. Le débat, il est le suivant, c'est une dichotomie qui ne porte pas que sur les mots. En épargne, je prévois, je mets un capital de côté pour faire face aux imprévus de la vie. Ce capital m'appartient. En prévoyance, je cotise pour avoir le droit à un capital, mais si le risque ne survient pas, le capital ne m'appartient pas. D'accord? Donc, je peux cotiser à fonds perdu. Le cadre collectif, lui, il est intéressant. D'abord, il est plus avantageux qu'une souscription individuelle parce que la masse prise en compte est forcément plus importante que prendre une personne en tant qu'individu. Et donc, lorsque je prends 2, 3, 5, 10 personnes, c'est toujours plus intéressant que de calculer un risque lié à une personne. Le cadre collectif fait qu'en prévoyance, dès lors que je suis supérieur à un certain nombre de personnes, il n'y a pas de questionnaire médical. Le cadre collectif fait que la tarification va prendre en compte, un exemple, une moyenne d'âge et non pas l'âge réel de la personne. D'accord? Donc voilà, le cadre collectif apporte des avantages. Et puis, comme ça a été évoqué et posé comme question par Heut, eh bien, il y a des avantages fiscaux et sociaux sur les cotisations et sur les prestations, tant pour l'employeur que pour les salariés. Alors là aussi, ça peut faire l'objet d'un webinaire en particulier. Juste, pour l'entreprise, toutes ces cotisations sont déductibles de son revenu net imposable, d'accord, de son bénéfice imposable, puisque en fait, ce sont des charges déductibles. Pour le salarié, la cotisation employeur, par exemple, sur l'arrêt de travail, permet aux salariés d'avoir un brut. Certes, l'employeur repaye des charges sur l'indemnité journalière, mais moi, le salarié, je perçois un net, et de ce net, je déduis uniquement la CSG-CRDS, et puis après, c'est à réintroduire à l'impôt sur le revenu si je suis imposable. Et donc, vous voyez que en fait, ces avantages-là
ils ne sont pas forcément reproductibles à titre individuel. Lorsque, à titre individuel, je veux me garantir contre l'indemnité journalière, ce n'est pas tout à fait la même chose, puisque si je prends un contrat de prévoyance, ma cotisation, elle n'est pas déductible de mon activité. Ça donc les avantages, tant pour l'entreprise que pour le salarié. Il y en a bien évidemment d'autres. J'aurais pu évoquer certains aspects financiers, j'aurais pu évoquer les services qui sont associés au régime de prévoyance. Là aussi, ça peut faire l'objet d'un webinaire spécifique. Juste un mot sur les aspects financiers. On le verra dans la troisième partie du webinaire sur le portrait robot du régime. Vous verrez que les aspects financiers ne sont pas neutres et je vais vous donner des chiffres exacts sur des régimes de prévoyance cadre. C'est ainsi que nous venons donc de voir dans cette deuxième partie que le contrat collectif non seulement est un cadre avantageux, que c'est une source de dialogue pour l'entreprise comme pour les salariés, que c'est le fruit d'une négociation, souvent le régime de prévoyance, puisque c'est issu toujours d'un accord conventionnel, et que les dispositions fiscales et réglementaires protègent aujourd'hui le salarié. Il y en a à nouveau beaucoup. Alors, une qui vient encore de la première partie, c'est est-ce qu'on peut souscrire à la prévoyance, même à la retraite? Ah, c'est une question intéressante. Eh bien, je reviens sur l'histoire de la protection sociale. Un régime de prévoyance complémentaire à la sécurité sociale, j'en bénéficie parce que je suis salarié et que j'appartiens donc au régime général de la sécurité sociale. Et donc, la condition de souscription d'un contrat de prévoyance à titre collectif concerne tous les salariés de l'entreprise en activité. Alors, en activité, l'activité peut s'arrêter à 60 ans, 62 ans, 67 ans, en fonction de la santé de chaque personne et des volontés individuelles de chaque personne de continuer ou d'arrêter leur activité. Mais la question que vous posez pose le principe du cumul emploi-retraite. Lorsque je suis en cumul emploi-retraite et que je suis donc bien salarié d'une entreprise et qu'il y a donc bien un contrat de travail, il y a un régime de prévoyance. En revanche, pour les assureurs, le cumul emploi-retraite s'arrête à 70 ans. En règle générale, il n'y a pas possibilité de souscription d'un régime collectif, même pour des salariés ayant plus de 70 ans. Alors, je le dis parce que souvent on rencontre des cadres gérants majoritaires, des gérants majoritaires qui sont cadres en même temps de leur entreprise et qui bénéficient de contrats collectifs de prévoyance et qui ont plus de 70 ans. Eh bien, ils ont l'obligation de cotiser, mais ils ne peuvent pas bénéficier de la prestation. Donc, ils cotisent pour la solidarité nationale. Une question sur les TPE. Comment on peut connaître son assureur quand on est une TPE? Et peut-être je vais donner une autre. Dans une grande entreprise qui est sur plusieurs conventions, comment on peut choisir la meilleure ou comment faire en fait pour la mise en commun de ces systèmes de prévoyance différentes? Et une autre, c'est comment faire pour que l'employeur respecte les 1,5% au lieu de 1%, qu'ils ne descendent pas en fait en dessous. Je suppose que ça concerne les non-cadres dans ces cas-là. Non-cadre ou cadre? Que pour les cadres, l'employeur ne peut pas descendre en dessous d'un 50. C'est réglementairement pas possible. Voilà. Et donc, il ne peut pas aller même pour les non-cadres à 1%, par exemple. Ah si, pour les non-cadres, il peut même être en dessous. Il y a beaucoup de régimes conventionnels qui sont en dessous de là. Cette question couvre en fait la différence entre les cadres et les non-cadres, je pense. Alors, je reviens pour la TPE. Comment on connaît son assureur? En demandant à l'employeur, l'assureur auprès de qui il a souscrit, tout simplement. Sinon, chaque salarié, cadre et non-cadre, a une notice d'information. Parce qu'un contrat collectif donne naissance à une notice d'information, ça c'est une obligation de l'assureur qui doit le remettre à l'employeur, et l'employeur a l'obligation de remettre la notice d'information. Il doit le mettre à disposition de chaque salarié. Et cette notice d'information doit être exhaustive et à jour. Et donc, cette notice d'information donne forcément le nom de l'assureur. Et donc,
Lorsque je suis grande entreprise et que je suis à cheval sur plusieurs conventions collectives, alors là aussi, ça pourrait faire l'objet d'un webinaire spécifique, puisque les règles sont spécifiques et distinctes entre le commerce et l'industrie, déjà. Donc, je ne peux pas généraliser. Lorsque je relève du secteur de l'industrie, les règles ne sont pas les mêmes que lorsque je relève du secteur du commerce. Et souvent, on dit c'est le chiffre d'affaires qui détermine en fait l'application d'une convention collective majoritaire. Beaucoup d'entreprises appliquent cette règle comme n'appliquent pas cette règle parce que font le choix d'appliquer toutes les conventions collectives en fonction de la nature de l'activité du salarié. C'est aussi une possibilité. En réalité, c'est une question très complexe et il n'y a pas de bonne réponse parce qu'il est admis beaucoup de situations et le législateur n'a pas légiféré en la matière. Pourquoi il n'a pas légiféré en la matière? Parce que je vous l'ai dit, le cadre de la prévoyance ne fait pas l'objet d'une loi. D'accord, excuse-moi. Comment l'assureur peut aider à négocier les 3 jours de carence, en tentative de réduire les 3 jours de carence? Alors, j'ai pas bien entendu la question. Il y a eu un petit la question, ça concerne les 3 jours de carence. Comment l'assureur peut aider à négocier donc la réduction des 3 jours de carence? Peut-il aider? Ah, ça c'est une question importante. C'est pas dans D'accord. Alors, plus vous réduisez la franchise des jours de carence, plus en fait vous renchérissez le coût du contrat de prévoyance, puisque ce sont les arrêts courts qui coûtent le plus cher. Et également, lorsque je suis salarié du régime général, il y a 3 jours de. Si vous dites que le contrat prend à partir du premier jour ou à partir du deuxième jour, eh bien, il y a la problématique qu'il faut indemniser au premier euro. Donc, choses qui peuvent se faire, mais ne sont pas dans l'air du temps. Et est-ce qu'il y a un accord de prévoyance pour la chimie? D'accord. Oui. D'accord. Donc, il suffit de le trouver. On va chercher. Et il y avait une question. Alors, peut-être que la chimie relève d'un environnement plus large. Je n'ai pas tout en tête. Je regarderai et je répondrai à Huth en dehors de ce webinaire. D'accord. Je regarderai, je et répondrai. J'avais aussi une autre question que je n'ai pas posée la dernière fois, c'est les assureurs peuvent proposer un contrat mieux-disant, mais le contenu du contrat collectif est défini par des accords conventionnels entre les partenaires sociaux. Donc, comment faire pour avoir ce contrat mieux-disant? Je suppose que c'est par la négociation en entreprise. Alors, c'est tout à fait exact. En fonction de la taille de l'entreprise, vous pouvez avoir des contrats mieux-disants qui vont tenir compte en fait de la population de l'entreprise, d'une moyenne d'âge, d'une masse salariale et voir des garanties souhaitées ou attendues. En effet, vous trouvez des contrats mieux-disants par rapport à des régimes conventionnels. Attention, je le dis, il y a 2 philosophies. Soit il y a l'accord conventionnel et donc vous avez tout ce qui est lié à l'accord conventionnel et c'est donc un kit clé en main qui comprend en règle générale tous les services associés à l'accord conventionnel et donc le haut degré de solidarité. Et puis vous avez les régimes, les contrats de prévoyance dits libres, c'est-à-dire ne dépendant pas d'un régime conventionnel, donc liberté de l'assureur d'aller au-delà du régime conventionnel. En règle générale, il s'extrait de certaines obligations du régime de prévoyance conventionnel, comme le HDS, c'est-à-dire que ces contrats-là ne prévoient pas le haut degré de solidarité. Qu'est-ce que c'est que le haut degré de solidarité? C'est un fonds de secours dit de branche lié à la prévoyance et donc pour faire face à des situations de handicap, d'invalidité, d'équipement de la maison, de soins de santé en fonction des revenus. Donc, c'est des contrats qui ne prennent pas en compte ces hauts degrés de solidarité en général. Ils sont plus sur la santé et d'autres risques à ce moment-là. Pas forcément. En prévoyance, on les trouve aussi, mais ils n'apportent pas la même réponse qu'un régime conventionnel. Donc après, c'est un choix entre les salariés et l'entreprise de savoir est-ce que je souhaite le régime conventionnel ou est-ce que je souhaite un régime dit libre. Donc, on peut passer à...
je vous propose de passer à la troisième partie. Alors, je vais tenter de remettre le document. Voilà. Donc là, la troisième partie, c'est de vous proposer rapidement, en fait, de vous montrer rapidement un benchmark tant en matière de garantie qu'un portrait robot. Lorsque Huth m'a proposé de réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'un contrat collectif, j'ai souhaité en fait de montrer par l'exemple ce que c'était qu'un régime collectif. Ici, vous avez donc deux colonnes face à des prestations. Les prestations, vous voyez, il y a du décès, rente d'éducation, du décès accidentel, de l'incapacité de travail temporaire, de l'invalidité. Et dans la première colonne, vous avez donc un régime avec des capitaux. Vous voyez, par exemple, je suis célibataire, veuve, divorcée, sans enfant à charge. J'ai 150% de quoi? 150% de mon salaire. Cela veut dire qu'en cas de décès, mes héritiers recevront 1 an et demi de salaire. En incapacité de travail, vous voyez, en montant de l'indemnité journalière, 80%, ça veut dire 80% du brut, moins les indemnités journalières de la sécurité sociale. Et là, après, une franchise qui est écrite continue de 90 jours. Et durée maximale, 1095 jours, c'est-à-dire 3 ans. Ça, c'est le code de la sécurité sociale. Là, vous voyez, taux de cotisation 1,20 K et taux de cotisation 1,75 TBTC. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'employeur qui aurait souscrit ce régime-là, de cette colonne-là, ne respecterait pas son obligation conventionnelle, Oui. puisqu'il serait en dessous du 1,50. Deuxième colonne, vous avez donc, vous voyez, les capitaux d'essai plus élevés. Hein. Je suis célibataire, veuve, divorcée, sans enfant à charge, 225, c'est-à-dire 2 années, un quart de salaire. J'ai une majoration par enfant à charge supplémentaire. Et puis, vous voyez, en cas d'incapacité de travail, là, dans ma deuxième colonne, j'ai en montant de l'indemnité journalière 85% du brut. 85% du brut, c'est équivaut à peu près à 100% du net. Et là, vous voyez, eh bien, cet assureur-là propose un 50 TA, 2,09 TBTC. Là, ce régime-là respecte l'obligation légale du 1,50. C'est pour vous montrer qu'en réalité, l'accord national interprofessionnel des cadres porte sur une obligation de taux 1,50, mais ne porte pas sur une obligation de garantie. C'est pour cela qu'il y a des différences. Je vous propose maintenant de regarder un benchmark d'un régime. Ce benchmark a été réalisé en sollicitant 60 branches professionnelles de tout secteur d'activité, industrie, commerce et services, économie sociale et solidaire, tant pour les cadres et pour les non-cadres. C'était réalisé dans le cadre d'une structure paritaire qui s'appelait, je vais parler à l'imparfait, ADIS, puisque cette structure n'existe plus depuis la fusion d'Humanis au sein de Malakoff-Médéric. Et cette étude avait pour objet, lorsqu'elle a été réalisée en 2017, de dire voilà, c'est quoi un régime type pour un cadre? Alors, cette étude montre quoi? Elle montre que pour les cadres, les montants des capitaux d'essai sont de l'ordre de 250%, c'est-à-dire 2 années et demie de salaire. Ça vous donne le niveau. Voilà. Si j'ai 2 ans et demi de salaire, globalement, je suis dans la moyenne. J'ai 2 ans seulement, je devrais me poser la question et puis peut-être même regarder si le 1,50 est respecté. Et puis, si j'ai 50 salaires, là, je suis donc, c'est une bonne négociation. Voilà, ça ce mérite-là, ce benchmark-là. Qu'est-ce qu'on voit également dans cette étude? C'est qu'il y a une rente d'éducation. Pour les cadres, souvent, on voit qu'ils ont souhaité apporter un complément de revenus en cas où le cadre disparaît, c'est-à-dire meurt, et de protéger tant le conjoint que les enfants. En général, la rente d'éducation a pour mérite de couvrir l'enfant jusqu'à poursuite d'études et donc jusqu'à 26 ou 28 ans. Et ce que l'on voit, c'est que le revenu, il est plutôt fixe pour l'enfant, il est de 13% à 15 ans. Vous avez 2 formes de rente possibles, elle est soit linéaire, stable, quel que soit l'âge de l'enfant jusqu'à sa majorité ou poursuite d'études, soit elle est progressive parce que les besoins de l'enfant augmentent en fonction de son âge. Qu'est-ce que l'on voit? Le double effet. Le double effet, c'est le fait de donner un capital supplémentaire aux enfants orphelins de père et de mère, parce que le double effet, cela veut dire que le conjoint ne survit pas à l'assuré, et donc, en règle générale, c'est pour faire face à la situation dramatique d'un accident de voiture où le couple disparaît et laisserait des enfants.
Les frais d'obsèques sont prévus dans un régime de prévoyance. Souvent, je dis que c'est donc pas nécessaire de le prévoir dans un régime frais de santé au passage, puisque les frais d'obsèques sont repris dans les régimes de prévoyance, et c'est pour faire face aux premiers frais de sépulture liés au décès. Et la rente de conjoint est barrée. La rente de conjoint était une mode il y a 10 ans de cela. On protégeait le conjoint. En réalité, on protégeait le conjoint et on protégeait moins les enfants. Eh bien, ce que l'on voit, en tout cas par cette étude en 2017, c'est que la rente de conjoint disparaît des régimes pour des raisons probablement de coût, mais aussi d'évolution sociétale, et que de moins en moins nous trouvons de rente de conjoint dans les contrats. Et puis, pour finir, comment je suis couvert en cas d'arrêt de travail, maladie ou accident? Eh bien, je suis cadre ou non cadre, c'est à peu près la même chose, c'est 80% du brut en relais au maintien de salaire, tel qu'on l'en a vu avec la mensualisation. Et quel est le coût moyen d'un régime d'un cadre? Eh bien, le coût moyen, c'est 1,59% de la tranche A, c'est-à-dire juste un tout petit peu au-dessus du 1,50, mais sans pour autant aller sur des montants de 2, 3. On trouve très rarement des montants supérieurs. D'accord. Vous avez donc là, vous avez vu le fruit d'une étude qui est exhaustive et donc qui permet d'avoir une bonne vision de ce qui se fait sur le marché. Alors, je le redis, il n'y a pas de loi, donc la prévoyance n'est pas quelque chose de réglementaire comme la santé. Donc, chaque profession s'est organisée. C'est pour cela qu'il y a des régimes conventionnels. La prévoyance des cadres a une particularité, c'est qu'elle impose un taux, mais pas des garanties. C'est pour cela que je vous ai montré qu'en fonction de la colonne, dans l'exemple, une colonne était à 1,20, une autre colonne était à 1,50, mais les garanties n'étaient pas les mêmes. Le régime de prévoyance donc couvre le décès, l'arrêt de travail et l'invalidité. La couverture de décès peut être complétée par une rente d'éducation, c'est généralement le cas pour les cadres, et d'autres garanties comme les frais d'obsèques, voire des rentes de conjoint, mais je vous ai dit que c'était quelque chose qui disparaissait. Et puis le taux moyen de cotisation, c'est pour que vous ayez cet ordre d'idée, est de 1,59% selon l'étude ADIS qui a été effectuée en 2017. Je laisse maintenant 2 minutes. Il y en a pas mal encore. Alors, d'une part, la connaissance des bénéficiaires en cas de décès, est-ce qu'on a le droit de les connaître, hein? Je sais. Alors, la clause de désignation de bénéficiaire en cas de décès, d'abord, n'est pas obligatoire. Il faut savoir qu'on s'inscrit dans le cadre de l'assurance vie lorsqu'on est dans des contrats d'assurance collective pour le décès. Et donc, c'est la clause légale qui s'applique. La clause légale, c'est quoi? C'est je décède, donc qui sont mes héritiers? C'est mon conjoint, non séparé de corps judiciairement. À défaut, mes enfants. À défaut, mes héritiers. Et donc, si je suis dans une situation classique, je n'ai pas besoin de faire de désignation de bénéficiaire. Quand est-ce que j'ai besoin de faire une désignation de bénéficiaire? J'ai besoin de le faire lorsque je suis dans une situation où je souhaiterais privilégier une autre personne que les personnes prévues de manière réglementaire. Ça peut être l'amant, l'amante, ça peut être un enfant caché, ça peut être un proche, un cousin, une cousine, quelqu'un à qui je souhaite faire plaisir. J'attire votre attention. Les clauses de désignation de bénéficiaires sont connues de l'assureur, mais peuvent être connues du bénéficiaire. Et si le bénéficiaire accepte, écrit à l'assureur qu'il accepte, c'est irrémédiable, s'inscrit dans le marbre, et en général, ça se finit au tribunal. Alors, à nouveau, j'ai des questions par rapport au 1,5% et le respect de ce qui est en dessous. Est-ce que tu pourrais repréciser peut-être, parce que ça ne semble pas être clair. J'ai eu 3 questions de suite qui sont revenues. Pour les cadres, le taux obligatoire minimum légal payé par l'entreprise à sa charge exclusive est de 1,50. Pour les non-cadres, il n'y a pas de minimum. Mais pour les autres, ça peut être en dessous du 1,5. D'accord, ben voilà. Oui, pour les non-cadres, ça peut être en dessous. Bon. Et une autre question, c'est alors oui, il y a quelqu'un qui est intéressé par la rente d'éducation, qui voudrait savoir un peu plus sur la rente d'éducation.
Et quelqu'un d'autre qui demande aussi, enfin une question pourquoi il n'y a pas de prise en charge en cas d'impossibilité de travailler pour incapacité permanente après AT, donc accident du travail, MP. Ce sont des questions complexes. Il y a une réglementation très spécifique sur l'accident du travail et les maladies professionnelles. Ça relève du reste d'un médecin qui n'est pas ni votre médecin traitant, ni le médecin de la sécurité sociale. Ça relève du médecin du travail. Le système français est très complexe. Je ne peux pas malheureusement vous le raconter en 30 secondes, mais lorsque je suis avec une pathologie liée au travail, le médecin à qui je dois m'adresser est le médecin du travail. D'accord. Ah là, d'accord. Bien. Oui. Par rapport à la rente d'éducation, je n'ai pas compris La question, c'est quelqu'un qui souhaiterait connaître un peu plus les rentes d'éducation. Comment ça marche, en fait? Il faut regarder dans le contrat collectif. C'est complémentaire aux capitaux d'essai. Les capitaux d'essai sont obligatoires. C'est-à-dire ça dure pendant la durée des études ou c'est juste un capital? Oui, c'est ça. C'est donc si mon enfant est à l'université, il met 5 ans, il aurait une rente d'éducation pendant 5 ans. Est-ce qu'il y a une limite de durée par rapport à ça? D'accord, très bien. 28 ans. Parfait. Mais je pense que là, à moins que quelqu'un j'ai pas de questions complémentaires. Je pense que on a de quoi. Très bien. Écoutez, et du coup, je vous remercie de la participation de chacun. Comme vous l'avez vu, le sujet de la prévoyance est complexe. Le sujet mérite un approfondissement. Vous avez des questions sur lesquelles cela pourrait faire l'objet d'un webinaire à part entière. En tout cas, je pense que la CFDT va vous proposer des modules complémentaires. Pour ma part, je serais heureux d'y participer et de pouvoir à nouveau travailler sur ce sujet-là et de participer avec vous pour partager ces connaissances. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée et encore tous mes meilleurs vœux pour ce début. Merci Emmanuel. Et j'espère à très bientôt. On a de quoi faire un autre ou plusieurs autres webinaires avec toi aussi, Pascal. Et merci. Voilà. Et à très bientôt à tous les participants. Merci, meilleurs vœux et à bientôt.